Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, on va parler essentiellement des élections américaines. On va même parler que des élections américaines parce que ça va être la dernière vidéo, à mon avis, avant le résultat final, avant du moins le prochain. jour On de vous l'élection. expliquera pourquoi on s'est trompé. Voilà, exactement. Après, c'est très possible que l'élection ne soit pas, qu'on n'ait pas vraiment le gagnant le soir même. C'est une possibilité parce que ça risque de prendre peut-être un peu de temps en Géorgie, dans le Michigan, dans des États comme ça. Donc, si jamais on n'est pas sûr et que ces États sont encore déterminants, on peut avoir le résultat peut-être 2 ou 3 jours après. C'est une possibilité. Possible. Et Ou 2 ou 3 semaines après d'ailleurs avec les oui, États-Unis. d'ailleurs, tout à fait. Et dans un premier temps aussi, je voulais rappeler que il y a votre livre qui est sorti. On en a parlé la semaine dernière, mais quand même, voilà, c'est important pour Et il est les numéro 3 sur Amazon. Ouais. Sur Amazon. Depuis votre entretien avec Berkoff. Voilà, ça a l'air de cartonner. Voilà. Donc, oui, puis continuez les gars. Donc voilà, il est bien évidemment disponible sur le site de Pierre de Taillac, sur Amazon, ainsi que dans les librairies normales. Voilà, il y a eu pas mal de commandes de librairies, donc après tout, il est peut-être dans la vôtre. Vous pouvez toujours demander à votre libraire aussi de le commander pour vous. Donc voilà, je mettrai évidemment tous les liens dans la description pour vous rediriger vers ce bouquin. Cessez de vous faire avoir. Donc, élection américaine. Alors, on va rappeler un petit peu les dernières actualités parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière. Donc, les dernières séquences dont on n'a pas parlé remontent à 2 ou 3 semaines. Il y a notamment le Al Smith Dinner, donc dîner mondain, voilà, Organisé par l'Église catholique. Voilà, organisé par l'Église catholique de New York. Donc, c'est un dîner de charité annuel et en général. Annuel. Une fois tous les 4 ans. Oui, c'est une fois tous les 4 ans, pardon, excusez-moi, effectivement. Et c'est en général le dernier moment où, dans une campagne présidentielle, les démocrates et les républicains se retrouvent pour se rappeler qu'ils sont pas vraiment ennemis, mais plutôt adversaires. Ils font des blagues. Voilà, ils font des blagues, il y a des roasts, on appelle ça des roasts. Donc, Donald Trump y est allé. Il a été assez brillant, d'ailleurs, dans son roast. Et alors, depuis 1960, les candidats, donc, s'y retrouvent et font un discours, la plupart du temps humoristique. Donc on se moque sans méchanceté du camp d'en face, ou même on peut se moquer de soi-même d'ailleurs. En général, soit les deux candidats y sont, soit aucun n'y est. Alors la dernière exception avant du coup Kamala Harris, c'était Walter Mondale en 1984, qui avait décidé de pas y aller pour continuer à bosser sur sa campagne. Bon, avec le succès qu'on lui connaît. Il avait gagné que son État, l'État du Minnesota, oui. Voilà, donc c'était pas brillant, il aurait dû y aller tant qu'à faire. Donc ici, c'est Kamala Harris qui a décidé de ne pas y aller. Alors sur un conseil de son équipe, parce que on lui a dit que peut-être, en fait, c'est un dîner donc organisé par l'Église catholique new-yorkaise, et l'Église catholique new-yorkaise, même si elle est new-yorkaise, elle est assez conservatrice, notamment sur la question de l'avortement. Et on avait donc l'équipe de communication de Kamala Harris lui avait conseillé de ne pas y aller parce que peut-être ça pouvait heurter une partie de son électorat, notamment la partie un peu plus radicale, LGBT, etc. Et donc, elle a un petit peu brillé par son absence en quelque sorte, puisque Trump, lui, a vraiment, pour le coup, il a été assez impressionnant. Et Kamala Harris était évidemment la grande absente, donc elle a perdu en plus de ça une occasion vraiment de se faire remarquer. Et derrière, elle s'en est prise justement à son équipe, ce qui a créé en fait une sorte de deuxième bad buzz. Déjà, c'était une sorte de premier bad buzz de ne pas y aller. Quand vous prenez une raclée, que vous êtes, je sais pas, un officier ou etc., et que vos troupes prennent une raclée, c'est pas une bonne idée de se retourner contre les soldats et de dire qu'ils ont été nuls. Ah, oui. Ça ne se fait pas. En fait, voilà, un conseiller, c'est un conseiller. Donc il peut vous conseiller mal, mais il vous conseille. Ensuite, derrière, c'est à vous de prendre la décision en tant que chef. Et si vous n'êtes pas capable d'accepter que vous avez pris une mauvaise décision, c'est plutôt mauvais signe. Ou alors, ça veut dire que vous êtes fait influencer par vos conseillers pour prendre une mauvaise décision, ce qui est pas une bonne idée non plus. Pas du tout, ça prouve que... c'est le dernier qui a parlé qui a raison, quoi. Voilà, et ça prouve qu'elle est pas vraiment capable de réfléchir par elle-même et de se conseiller elle-même. Donc voilà, évidemment, c'était un mauvais conseil parce que c'est un truc que fait tout le monde, démocrate comme républicain, soit tout le monde y va, soit personne n'y va. Donald Trump y allait, donc il fallait y aller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'était pas forcément un très bon choix. Et alors juste après, fait marquant aussi de la campagne, je pense que dont on se souviendra assez longtemps, c'est le passage
vernissage de Trump chez McDonald's. Ça, c'était très gai, ça. Et alors ça, je sais pas qui a eu cette idée, mais c'est vraiment, c'est une idée de génie. Vraiment. Le voir en train de faire des frites, c'était quand même un grand moment. C'est une idée. Il avait l'air de de prendre son pied en plus. Ah oui, bah en fait, oui, il avait l'air de trouver ça hyper sympa. Il a servi le McDonald's aux gens qui arrivaient en voiture pour leur donner. Voilà, c'est ça, sur le drive-in. Donc lui, il y a des images de lui qui apprend à faire les frites avec le machin. Sans mettre les mains. Sans mettre les mains, tout à fait. Voilà, ça donne tout un tas de séquences comme ça qui sont déjà cultes en fait. Je trouve ça absolument génial parce que autant le budget de campagne de Kamala Harris, il est à peu près 2 fois supérieur à celui de Donald Trump, donc il est vraiment assez énorme. Mais malgré tout, elle arrive pas à se faire remarquer autant. Et ça, c'est pour le coup, c'est vraiment un coup de communication c'est vraiment un showman génial. incroyable. C'est un type quand il passe. Mais Emmanuel l'avait une fois à New York quand elle était enceinte de sa première petite fille là. Elle était dans un restaurant à la mode à New York et elle se lève pour aller, j'imagine, faire un petit tour. Et il y avait Trump qui était là, qui lui dit comme vous êtes belle, comme c'est bien d'être enceinte et tout. Ouais. Il était tout à fait sympathique et il était enchanté de voir une jolie femme qui était enceinte et il l'a félicité grandement. Bah, il était pas candidat, il était candidat rien du tout, c'était il y a 20 ans. Hein. Ouais. Donc c'était un type, quand il rentrait dans une pièce, tous ceux qui l'ont connu me l'ont dit, on sait qu'il est là, quoi. Ouais. Il a une espèce de, il a un charisme, c'est incroyable. Oui, quoi. Il a une aura vraiment, et il a une capacité, ça c'est vraiment très fort. Il a une capacité à faire la discussion à partir de rien. Oui. Il voit quelqu'un qu'il connaît pas, ils ont pas forcément grand chose en commun, mais il arrive, à rendre une discussion intéressante à partir d'absolument rien. J'ai vu un truc avec un des anciens grands joueurs de football noir américain qui fait 1m90 et 300 kilos, comme ils le font parfois, alors, qui est énorme, et qui l'interviewait, qui l'interviewait sur les charités qu'avait fait Donald Trump. Et il y a quelque chose qui m'a stupéfait, c'est que ce type lui a demandé, mais quand Mandela était pas encore président des États-Unis, d'Afrique du Sud, mais libéré. Il voulait aller faire un tour aux États-Unis, puis il avait pas l'argent pour le faire. Et donc, Trump lui a envoyé un avion, et avec de quoi faire venir 60 personnes avec lui. Ah oui. Comme ça, pour Mandela. Donc, si vous voulez, quand les gens me disent... Alors, l'autre lui demandait, mais pourquoi vous l'avez jamais raconté? Il disait, parce que je ne parle jamais du bien que je fais. Ouais. Ça ne se fait pas. Oui. Et donc, tous les gens qui vous expliquent qu'il est raciste, etc., c'est quand même assez marrant. On a envoyé un avion à Mandela, un Boeing 757, ou je sais plus quel c'était d'ailleurs, pour l'envoyer aux États-Unis. Il a payé tout son voyage aux États-Unis, le tour qu'il a fait des villes américaines et tout. C'est Trump qui l'avait payé. Oui, c'était à l'époque, c'était il y a 20 ans, quoi. Oui, il y a 30 ans. Ouais, 30 ans. Ben, donc c'est quand même un gars dont on a dit un mal fou. Mais je sais pas, il a l'air de pas. Les gens qui étaient proches de lui ont dit qu'il est plutôt sympathique quand il est dans les charités, donne de l'argent à tout le monde. Ouais. Et puis effectivement, le fait qu'il ne veuille pas en parler plus que ça veut dire que pour le coup, c'est réellement désintéressé, parce que il y en a qui font de la charité, mais qui aiment bien se montrer absolument. Dans les évangiles, si vous voulez, ils sont là, ils font la charité de façon visible. Vous savez, on les appelait les pharisiens. Ouais, surtout avec l'argent des autres, en général. Ça, on les appelle les démocrates. C'est souvent, effectivement. Et donc il a fait cette séquence à McDonald's, notamment parce que Kamala Harris avait dit qu'elle avait travaillé chez McDonald's. Et alors je suis tombé sur un truc sur Twitter. Alors je ne sais pas si c'est vrai, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais apparemment l'équipe de Kamala Harris aurait sorti une photo de Kamala Harris où elle était jeune avec sa petite casquette McDonald's machin. Et en fait j'ai vu la photo qui apparemment serait la photo originale, où ce serait une autre étudiante et sur laquelle on aurait en quelque sorte calqué le visage jeune de Kamala Harris. Donc je ne sais pas si c'est un vrai Photoshop ou si c'est une manipulation. McDonald's dit qu'ils ont cherché dans toutes leurs archives et qu'ils n'ont jamais trouvé la moindre preuve de Madame Harris qui aurait travaillé chez McDonald's. Voilà, il n'y a pas de preuve. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a jamais fait, mais en tout cas, il n'y a pas de preuve qu'elle l'ait fait. Parce qu'aux États-Unis, quand vous avez travaillé quelque part, vous êtes inscrit sur votre numéro de sécu. C'est ce que je pense aussi. Essayez en Angleterre ou aux États-Unis de travailler sans donner votre numéro de sécu, même quand dans un stage. Pas possible. C'est ce que je pense aussi, voilà. Mais j'évite les certitudes absolues, mais effectivement, c'est plus que probable qu'elle ne l'ait jamais fait. Et donc c'est très drôle, pendant cette séquence au McDonald's, Trump, au bout de 15 minutes, il dit « J'ai déjà travaillé 15 minutes de plus que Kamala ». C'est vraiment, il a vraiment un sens de la formule là-dessus, c'est assez dingue. Et après cette séquence absolument occulte, Kamala Harris s'est un petit peu plus ridiculisée aussi sur Fox News dans une interview. En fait, sa performance révèle un problème de fond, c'est qu'elle est assez vide.
C'est-à-dire qu'elle base sa campagne uniquement sur le fait qu'elle n'est pas Donald Trump. Elle peine grandement à remettre en question le bilan de Joe Biden, alors qu'il est quand même assez largement désapprouvé dans l'opinion. Elle a un programme très très vague, c'est-à-dire elle se dit pour le pouvoir d'achat. Bon, ok, ça ne veut rien dire, ce n'est pas une mesure le pouvoir d'achat. Et elle joue vraiment entre deux lignes qui sont compliquées à articuler. C'est-à-dire que soit elle est au pouvoir, donc elle a de l'expérience politique, mais auquel cas elle est aussi responsable au moins en partie de la situation actuelle, soit elle n'est pas responsable de la situation actuelle, mais ça veut dire que par conséquent elle n'a rien fait depuis 4 ans. Et c'est difficile de jongler entre les deux parce que vraiment elle est sur une corde raide. Elle est responsable, sur comme responsabilité la frontière sud, c'est-à-dire l'immigration. Ouais. Et la frontière sud, ça a été la passoire du siècle, quoi. Ouais, donc et là encore, elle a un problème, c'est où elle dit c'était pas moi, mais comme c'était elle, oui. Et elle m'a elle-même annoncé un durcissement de la frontière au sud, sauf que pareil, on se dit par conséquent pourquoi ne pas l'avoir fait avant si vous étiez en charge de ça. Enfin, c'est vraiment très incompréhensible. Et toute sa campagne se base sur le fait que voilà, elle n'est pas Donald Trump et que Donald Trump, alors de plus en plus ils utilisent des termes est un gros nazi. Voilà, de plus en plus radicaux, voire Trump et Hitler en personne. Donc c'est bon, voilà, ça va quand même assez loin. Et je pense pas que ce soit très efficace. Son papa était d'origine allemande, hein. Oui. Oui, le papa de Trump. Allemand, voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est les gènes, ça. Ouais, évidemment. En plus, c'est un homme blanc, donc. Vous savez. Oui, bien sûr. Ça ne fait absolument. Ce qui est marrant, c'est qu'elle avait fait toute sa campagne en disant qu'elle était d'origine indienne. Oui. Et puis elle s'est découverte depuis à peu près 6 mois qu'elle était noire. Qu'elle était un peu plus noire, oui. Ça aussi, ça a surpris un peu tout le monde. Et en fonction des États où elle va aussi, où elle fait ses meetings, elle est pas forcément de la même origine. Oui, et elle prend un accent noir. Oui, elle essaye de prendre des accents. Elle avait vécu au Canada, il n'y avait pas d'accent noir. C'est assez drôle, oui, effectivement. Elle essaye de prendre des accents un peu noirs du Sud pour. Oui, parce que vous savez, quand vous allez dans le sud des États-Unis, que vous prenez un chauffeur de taxi, ouais. Vous comprenez pas un mot de ce qu'il dit. Moi, je les ai vus quand j'allais voir mes enfants qui étaient dans une université du sud des États-Unis à Duke. Le chauffeur de taxi, je me dis, mais... En quoi il parle, quoi. Ouais. Non, c'est sûr, elle drague particulièrement les Noirs de l'État de Géorgie parce que ça va être un État assez important. Et le vote noir est vraiment très très important dans cet État. Donc en fonction de du pourcentage de vote Kamala Harris dans le vote noir, l'État de Géorgie va basculer ou non. À titre personnel, je suis même plus sûr que Trump va gagner la Pennsylvanie que la Géorgie. Alors que pourtant il est donné davantage gagnant en Géorgie qu'en Pennsylvanie, mais juste parce que c'est assez facile. Vous avez Atlanta, qui est là où il y a toute la grande ville, et là ils votent démocrate, et puis tout le reste de la Géorgie, c'est des paysans, des trucs comme ça, ils votent pas démocrate. Donc c'est vraiment là encore, on retrouve la ville contre le rat des villes et le rat des champs. Tout à fait. On peut dire avec à peu près une totale certitude que tous les rats des champs votent Trump. Oui, c'est une certitude. En fait, regardez la carte. On peut regarder, on peut regarder une carte des États-Unis là-dessus, mais on peut aussi regarder une carte de chaque État, comté par comté, où on voit effectivement des petits cercles bleus qui sont vraiment très très bleus, où là effectivement on a des villes comme Savannah, Atlanta, les villes comme ça, qui sont très peuplées, et puis on a vraiment tout le reste, à peu près 90% du territoire qui vraiment vote rouge, sauf que forcément il est moins peuplé, donc il compte moins en proportion par rapport au territoire que ça fait. Et c'est pareil dans à peu près tous les États clés, hein, par exemple la Pennsylvanie, c'est pareil, ça ressemble à la même chose. Pennsylvanie, il y a 2 grandes villes, il y a Philadelphie, il y a Pittsburgh, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est partout pareil, c'est la même chose. Hein. Et alors dernier truc en date, c'est le meeting alors plein à craquer de Trump à New York avec des gens qui attendaient dehors, oui. Où voilà, il y avait des gens qui attendaient dehors et c'est pour le coup, c'est une sorte de tour de force parce que évidemment New York, c'est pas l'état le plus trumpiste des États-Unis, hein, clairement. Mais il a fait son meeting là-bas quand même, un énorme meeting où il y avait plein d'intervenants, il y avait Tucker Carlson, il y avait Hulk Hogan, enfin voilà, il y avait d'autres républicains. Et alors cependant, ce meeting a fait quand même une sorte de bad buzz parce qu'il y avait notamment un humoriste qui a fait quelques blagues qu'on pourrait qualifier d'un petit peu raciste. Bon alors moi j'ai rien contre l'humour noir, mais c'est vrai que d'un point de vue timing, l'humour noir malheureux.
Oui. Vous allez vous faire Oui. l'humour. Oui, l'humour, sans spécification supplémentaire. Mais oui, ça a eu une sorte de bad buzz quand même. Et est-ce que ça, c'est le genre de truc qui, à 10 jours de l'élection, peut faire un petit peu basculer le vote? Rien du tout, vous savez, honnêtement, à 5-6 jours de l'élection, les gens ont dû se faire leur opinion maintenant. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc qui sorte, qui soit tout à fait, je pense aussi, tout à fait étonnant. Donc, à mon avis, et moi, qui suis loin d'être spécialiste, comment on appelle ça, la science des sondages, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un drôle de nom, mais je retrouverai le mot un jour. Honnêtement, tout le monde sait aux États-Unis que Kamala Harris est une tanche, quoi, qu'elle est bête comme un âne qui recule, quoi. Ça, on l'a vu, on le sait, tout le monde le sait. Il suffit de l'écouter parler. Et donc, je crois que toutes ces maisons de sondage appartiennent peu ou prou au même groupe qu'on peut appeler l'État profond, allez. Et donc, dès le début, j'ai dit, je peux me tromper, bien sûr. Je vais peut-être avoir la radio quand cette émission passera. Ce sera pas la première fois. À quoi je m'attendais, c'est qu'au début, on nous dit c'est très près, puis au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date, on voit bien que ça va en faveur de Trump. Pour donner un petit peu de grain à moudre à ces gars-là, parce que c'est ce qui a l'air de se passer, parce que de plus en plus, maintenant, Trump serait 2% de plus que les copains, mais surtout, ce qui est affolant, c'est la différence sur les paris. Oui, tout à fait. Sur les paris où les gens jouent vraiment de l'argent, il y a une espèce de marché où vous pouvez acheter et vendre des probabilités. Là, je crois que Trump est à 65-35, mais ce qui s'est, pour ainsi dire, jamais vu depuis... Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a des sites de paris. Alors moi, je vous ai déjà beaucoup parlé de Polymarket parce que c'est le 99%. C'est le site de paris principal vraiment. Et alors sur Polymarket, là j'ai regardé tout à l'heure, Trump est à 66,2%, donc c'est vraiment beaucoup. C'est une grosse différence. Hein, ça va du simple au double par conséquent. Alors qu'il était à 50 il y a quelques semaines. Voilà, il était à 50 il y a quelques semaines. C'était vraiment très très serré. Voire parfois il était même quand on revient au début du mois de septembre, quelque chose comme ça, il était en dessous de Kamala Harris. Si vous avez parié Trump à 50% il y a quelques semaines, c'est le moment d'acheter du Kamala Harris à 33, parce que comme ça, vous allez gagner 17, c'est certain. Hein. Oui, mais... ce que je veux dire, ou alors vous vendez juste votre position maintenant, parce qu'elle est déjà revalorisée, et comme ça, vous dormez sur vos deux oreilles. Vous êtes tranquille. Mais c'est pas le seul site de paris. D'ailleurs, il est... Je pense que c'est assez faux, mais il est accusé d'être un petit peu manipulé par Peter Thiel, qui est un partisan de Trump. Il y a un fou qui avait déjà mis 11 millions de dollars, je crois. Et alors, plus drôle encore, il y a un type qui a mis 45 millions de dollars sur Trump, et il est français. Il est français. C'est le type qui a mis le plus de volume sur Donald Trump, et il est français. Alors, je n'ai pas son identité, mais apparemment... C'est Bernard Arnault. Je sais pas, c'est peut-être ils se connaissent bien, hein. Ou c'est Bernard peut-être Bolloré. Trump, ils sont copains, oui. Ouais, ou c'est peut-être Bolloré, j'en sais rien, mais apparemment ce serait un type qui aurait fait fortune dans la crypto-monnaie, une sorte de trader. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il nous regarde, hein, après tout c'est pas impossible. On est copains avec Richard Détente. Hein. Auquel cas faites un petit bonjour. Mais voilà, c'est assez drôle que le type qui a le plus parié sur Donald Trump ce soit un Français, quoi. Et sur les autres sites de paris, parce qu'aux États-Unis vous pouvez avoir un site de paris même normal, sportif, comme BetClick ou bwin, peut faire des paris sur événements, ce qui n'est pas le cas en France. Mais donc vous avez des sites de paris comme BetOnline, Trump est à 62, sur Betson il est à 60, sur Bovada il est à 63, sur bwin il est à 60, sur PointsBet il est à 60, sur Polymarket il est à 66. Donc voilà, quel que soit le site de paris, il est au moins à 60 quand même. Donc 60-40. Voilà, ça donne quand même une idée du truc. Forcément, les partisans de Kamala Harris sont pas très confiants sur la capacité de leur candidate à pouvoir remporter cette élection. Donc c'est un peu logique qu'il y ait ce genre de résultat. Mais voilà, on peut pas juste mettre de côté Polymarket en disant c'est biaisé. Tous les sites de paris ne sont pas biaisés, et pourtant Trump fait à peu près le même résultat dedans. Donc bon. Et après, si on regarde
Les vrais sondages. Alors les sondages au niveau national, d'après les derniers, les plus gros, notamment New York Times, etc. Alors on aurait une égalité quasi parfaite entre Trump et Kamala Harris, ce qui est assez important parce que alors les sondages au niveau national, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à analyser, sauf que on peut imaginer, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé en 2016 et c'est ce qui aurait pu se passer aussi en 2020 à pas grand chose près. 30 000 voix. Voilà, à 30 000 voix près. Si on compte dans les bons états, vous enlevez 30 000 voix bien calculées et vous avez Trump qui gagne. Sauf que, alors que la différence de nombre de voix au global était vraiment énorme, elle était de plus de 10 millions de voix. Et donc, par défaut, en quelque sorte, on imagine que Trump ne va pas remporter le vote populaire. D'ailleurs, actuellement, sur les sites de Paris, les gens pensent que c'est Kamala Harris qui va remporter le vote populaire. Mais malgré tout, il est quand même donné à égalité dans le vote populaire. Ça veut dire que que Kamala doit vraiment faire une performance très particulière dans les bons États, dans les bons endroits, pour espérer gagner. Donc c'est ce genre. Autrefois, le Parti démocrate aurait fait le nécessaire pour qu'elle le fasse. Oui. Et peut-être cette fois-ci, ça va être un peu plus difficile. Peut-être qu'ils n'ont pas la même motivation, ou peut-être que ça ne suffira pas aussi. Ou peut-être que cette fois-ci, ils vont pas se laisser avoir, qu'ils vont mettre des observateurs partout. On peut l'espérer. La dernière fois, ils se sont fait choper avec la culotte en bas des chevilles, mais cette fois-ci, ils vont peut-être pas se faire avoir. C'est sûr. On en avait parlé pas mal il y a quelques semaines. Il y a notamment une loi qui est passée en Géorgie là-dessus. Je crois que c'est la loi SB02 qui a mis en place une hotline pour appeler les services compétents dès qu'on voit des sortes d'irrégularités dans les bureaux de vote. C'est le genre de choses qui va faire que justement, s'il y a des appels derrière, faudra traiter les demandes et donc on risque d'avoir les résultats peut-être un peu en retard, sauf s'il y a vraiment un écart de voix très significatif en faveur d'un candidat ou de l'autre. Mais sinon, oui, si ça reste très serré, on peut avoir pendant 2 semaines encore commence Floride avec Bush, là, voilà, exactement. Bush le second. Tout à fait. En revanche, sondage dans les États clés au global, on a Trump qui est devant avec 1% d'avance. Et ensuite, si on regarde État par État, alors dans l'Arizona, moi je le note à 1,5 points d'avance. Dans le Nevada, je donne avec 0,7 points d'avance. Dans le Wisconsin avec 0,3 points d'avance. Dans le Michigan avec 0,1 point d'avance. En Pennsylvanie avec 0,5 points d'avance. En Caroline du Nord avec 0,8 points d'avance. Et en Géorgie avec 2,3 points d'avance. Donc déjà il est donné devant dans tous les États clés, c'est quand même assez énorme parce que jusque-là c'était pas le cas. Il y avait au moins les États comme le Michigan ou le Wisconsin qui étaient. Mais on est dans les erreurs d'estimation. On est quand même dans les erreurs d'estimation parce que à 3% près, franchement on peut avoir des surprises. Ouais. Après j'ai noté quand même, j'ai comparé les résultats parce que moi je travaille avec Real Clear Polling et j'ai comparé les résultats de Real Clear Polling État par État avec les résultats des élections. Et alors autant en 2016 il y a des grosses différences, par exemple la plus grosse différence était dans le Wisconsin où Clinton était donnée gagnante avec 6,5 points d'avance et Trump a au final gagné avec 0,7 points d'avance, donc ça veut dire une différence de 7,2 points au total, donc là pour le coup c'est un gros shift. Autant en 2020 les dernières estimations juste avant l'élection étaient vraiment très proches des résultats. On avait une différence, par exemple en Géorgie Biden avait fait mieux que prévu, en Caroline du Nord Trump avait fait mieux que prévu, dans le Michigan Trump avait fait mieux que prévu et dans l'Arizona aussi, et sinon dans le Nevada, dans le Wisconsin et en Pennsylvanie c'était la prédiction était absolument exacte à 0,1% près. Donc c'est pour le coup ils se sont quand même améliorés sur leur sélection de sondage. Alors peut-être que ça va encore évoluer dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas, mais habituellement les sondages sous-évaluent quand même Donald Trump. Il y a un effet Front National, parce que le Front National dans le temps, historiquement, des personnes ne votaient pour le Front National, sauf les 15% qui avaient dit qu'ils allaient pas voter, qui votaient quand même, quoi. Ouais. Surtout que les politiques des instituts de sondage parfois sont surtout à l'approche des élections, on regarde leur méthodologie, on se dit mais pourquoi faire ? Ils changent volontairement leur échantillonnage, leur pondération, donc c'est parfois c'est un peu étrange leur résultat. C'est parfois pour donner l'impression qu'il y a un momentum qui se crée, un mouvement qui se crée. Donc si vous voulez par exemple, ils surpondèrent au début les républicains qui sont des gagnants, puis au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élection, vous voyez les républicains qui baissent parce qu'on fait baisser le nombre des républicains dans l'échantillon et donc le nombre de démocrates qui augmente, et comme ça on espère que les démocrates vont se précipiter puisque ils volent au secours de la victoire, quoi. Oui, mais
c'est ce qui s'était passé pas mal en 2008 avec Obama, où au début dans les sondages, peut-être 6 mois ou un peu plus avant l'élection, comment s'appelle-t-il, McCain était donné gagnant, et puis au fur et à mesure de la campagne, Obama n'a fait que monter. Et alors pour le coup, je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était une sorte de manipulation un peu des instituts de sondage qui l'ont fait monter artificiellement alors qu'il était déjà assez haut. Je ne sais pas, mais ils vous le diront pas. Mais non, ils nous le diront pas, ça c'est sûr. C'est pas moi qui vais avoir l'info. Donc voilà sur les sondages. Et alors, j'ai quand même une question. Est-ce que vous pensez que c'est possible que Trump remporte tous les États clés? Ben, ça, je sais pas tous les États clés. Il y a un truc qui est très important, c'est que les démocrates gagnaient depuis toujours toutes les élections parce qu'ils avaient à peu près 11% de la population qui étaient les Noirs qui votaient massivement démocrates. Il n'y avait pas de question, on votait démocrate et on se prenait. Et là, il semble que dans cette élection, pour une série de raisons assez importantes, il y a quand même une espèce de désaffection d'Américains mâles vis-à-vis des démocrates. Ils commencent à en avoir ras-le-bol. Donc, et de la même façon, l'autre partie de la population qui votait beaucoup démocrate, c'était les Latinos, tous ceux qui arrivaient d'Amérique latine, et qui, lors des 4 dernières années, ont été très énervés par tous les LGBTQ, les trucs contre la famille, les trucs contre l'église, tout ça, ça les intéresse. Ils sont tous, les Noirs et les Latinos sont très, très chrétiens. C'est, ceux qui ont conseillé d'être chrétiens, c'est ceux qui sont autour des grandes universités dans le nord ou dans l'ouest. Et donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une désaffection de leur clientèle traditionnelle, latino et noire, des démocrates? Et si c'est partout, oui, c'est pas impossible que Trump gagne partout. Si c'est vrai, est-ce que je lis, moi je vous dis ce que je lis, hein. Je lis qu'il y a une grosse désaffection chez les latinos, chez les noirs. Surtout. Et Kamala a fait une erreur incroyable, c'est que dans un truc où elle était, je crois, c'était à Denver, pendant qu'elle faisait un discours, il y a un type qui a crié dans la foule, Jesus is King, ça veut dire Jésus est le roi. Enfin, et elle a rigolé, elle a dit, vous êtes dans la mauvaise réunion. Et elle aurait dit, non mais bien sûr que Jesus is King. Quand vous êtes aux États-Unis, vous dites pas, vous êtes dans la mauvaise réunion quand on parle de Jésus, quoi. Donc, alors depuis maintenant, elle passe son temps à aller dans des églises réformées pour aller dire la messe, lire les textes et tout, parce que pour essayer mais c'est une boulette qui est incroyable. C'est à peu près aussi idiot que quand Madame Clinton avait dit les deplorables, vous savez, les déplorables, là, c'est la moitié de la population qui est crétine et qui vote pas pour moi. Ça veut dire qu'une fois de plus, on retrouve cette même chose, c'est que ces gens, soi-disant de gauche, dans le fond, ils méprisent le peuple. Ouais. J'en reviens pas. J'avais regardé une interview la semaine dernière de Tucker Carlson. Tucker Carlson recevait sur sa chaîne YouTube un journaliste qui s'appelle Mark Halperin, et c'est un journaliste alors qui travaille à Washington depuis 40 ans. Pour le coup, alors j'ai adoré cet entretien. C'est un journaliste vraiment, j'ai du mal à dire, qui a l'air authentiquement neutre. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à dire s'il a plutôt une préférence pour les républicains ou pour les démocrates. Il fréquente énormément les deux cercles, que ce soit en termes de journaliste ou en termes de politique, depuis une quarantaine d'années à peu près, une quarantaine d'années. Et effectivement, il dit quelque chose. Il dit que Kamala Harris a un mal fou en fait à prendre une décision sur sa position, c'est-à-dire qu'elle essaye de réconcilier à la fois le vote catholique est hyper important, même chrétien de manière générale, mais le vote catholique est hyper important aux États-Unis, et elle essaye en même temps de pas se mettre à dos la frange un peu plus woke, qui pour le coup est assez anti-chrétienne, toute cette jeunesse universitaire, qui est pas du tout pro-Israël, ce genre
de position. Et elle essaye de pas trop se les mettre à dos pour pas se faire un bad buzz au sein de son propre camp et de risquer peut-être une démobilisation de la base la plus militante. Mais donc, en fait, elle a vraiment du mal à choisir un camp. Et il y a des types dans l'histoire du Parti démocrate qui n'ont pas forcément eu du mal à choisir un camp et qui n'ont pas eu du mal à aller contre l'opinion majoritaire au sein du parti. Oui. C'est-à-dire que il explique le gars, il explique assez bien que, par exemple, Clinton, ça lui a bien réussi de ne pas se prononcer contre la peine de mort, alors que le Parti démocrate était contre la peine de mort. Il a dit voilà, je ne suis pas, je suis pour la peine de mort parce que c'est l'opinion majoritaire aussi aux États-Unis, et même si c'est l'opinion majoritaire au sein de mon parti, eh bien je choisis de me mettre à dos la partie de mon parti politique qui va être vraiment en désaccord profond avec moi sur cette question, parce que je prends une décision, parce que voilà, je pense par moi-même. Et Kamala Harris a vraiment beaucoup de mal à faire ça. Et donc, en fait, il y a un côté vraiment, on ne sait pas ce qu'elle pense. Voilà, ben, la question, c'est il y a beaucoup de gens qui se demandent si elle pense quelque chose, c'est ça? Oui, aussi. C'est qu'on voit pas très bien quand on écoute ses discours. On lui pose une question, elle commence par répondre qu'elle vient d'un milieu de middle class, je sais pas quoi, alors qu'elle était tout sauf middle class. En plus, elle avait été élevée au Canada, dans un des endroits les plus chics, je crois que c'était d'Ottawa ou de Toronto, je sais plus. Donc, ce qui est embêtant avec Kamala Harris, c'est plus on cherche dans son passé, plus on cherche dans sa famille, plus on trouve des trucs qui sont pas du tout les histoires qu'elle raconte, quoi. Donc, on a l'impression on nous a préparé une savonnette, et en fait, je sais pas trop ce que c'est, quoi. C'est pas utile dans la douche, quoi. On retrouve une multitude de petits mensonges. Voilà, c'est pas forcément des trucs graves, mais c'est des petits mensonges qui révèlent beaucoup de choses, en fait, derrière. C'est-à-dire que, effectivement, sa volonté de se dire absolument issu de la classe moyenne américaine, en fait, si on l'est vraiment, on n'a pas besoin de le préciser à chaque fois. Mais les gens le reconnaissent? Les gens le reconnaissent. Voilà, par exemple, je sais pas, quelqu'un comme J.D. Vance n'a pas besoin de le dire à longueur de temps, alors que pour le coup, il l'est. Et même, je pense, plutôt c'est même middle class un peu inférieur, et Donald Trump, lui, évidemment, alors lui il est issu d'un milieu un peu plus élevé socialement, il a aucun problème avec ça, enfin voilà, il vit très bien avec, il a pas besoin de vouloir prouver absolument qu'il est issu d'un milieu plus populaire. Ce qu'on avait dit, je me souviens qu'il y avait un Français qui était en face d'un type du Parti communiste dans une élection, il avait dit tout le monde n'a pas la chance d'être fils d'ouvrier. Parce que lui, il n'était pas fils d'ouvrier, donc il disait, c'est pas de ma faute, mais voilà. Oui. Mais elle passe son temps à expliquer qu'elle est fille de je sais pas quoi, et elle l'est pas. Oui. C'était une grosse favorisée. Oui. Et pareil, avec son histoire aussi, du coup, de stage à McDonald's, c'est aussi le genre de truc, on se dit, oui, mais si elle nous ment sur toute sa vie, enfin, je veux dire, comment peut-on lui faire confiance? Et c'était pareil aussi, son colistier, Tim Walz, prétendait qu'il était, en Chine, enfin, qu'il était à Tiananmen, lors des événements fameux, et, alors qu'en fait, pas du tout. Il n'a jamais été. Il n'y a jamais été. Donc, d'ailleurs, j'avais une photo assez marrante. Il y avait toute la famille de Tim Walz, le vice-président, qui était là avec des t-shirts à Minneapolis, enfin là d'où il vient. Ils étaient tous pour Trump. Donc tous ses frères et sœurs, ses cousins, ils étaient tous là, la famille Tim Walz pour Trump. Et il n'y avait que lui qui est pour Kamala Harris. Donc ça fait rigoler, quoi. Ça veut dire que il est pas. C'est quand même, vous savez comment on l'appelle. Tampon Jim. Ah oui, je connais pas cette expression. Vous connaissez pas? C'est parce que quand il était gouverneur, il a fait mettre, c'est une horrible histoire, hein, il a fait mettre des Tampax dans tous les vestiaires de garçons. Mais c'est vrai. Mais pourquoi? Et parce que les garçons, ça a des règles. Il y a des garçons qui ont des règles, vous savez, oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez échappé, ça aussi. Naturellement, oui. Moi, j'en ai jamais eu, mais enfin... Mais tous vos copains en ont eu, j'espère. Oui, je pense. D'ailleurs, je me demandais si vous n'étiez pas un peu enceinte. Là. Non, pas... Parce que les garçons, ça peut être enceinte. J'ai même un peu maigri cet été, donc pour le coup, vraiment pas... Non, effectivement, non, c'est un personnage assez... Ça prouve qu'un type, si vous voulez, qui est, en tant que gouverneur d'un État, mais... des tampons dans un vestiaire de garçon, vous dites...
Est-ce que je veux ça à la présidente des États-Unis, quoi? Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, alors on n'en a pas trop parlé, mais il y a pour le coup, une vraie différence entre les deux colistiers. Et pour le coup, il y avait eu un débat entre eux. J.D. Vance avait vraiment brillé par rapport à Tim Walz. J.D. Vance, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, qui s'est hissé dans la société vraiment par lui-même. C'est l'incarnation du rêve américain, pour le coup. Et il est arrivé du coin le plus pourri des États-Unis. Hein. Ouais. Vraiment, les montagnes où il y avait des mineurs de charbon là-bas, dont personne ne sortait jamais, quoi. Ouais. Il a été dans les Marines, il a écrit un bouquin qui a été un immense best-seller. Ensuite, il a été à Yale. Et puis là, il a épousé une fille qui est très brillante et tout. Enfin bref. Et elle fait campagne avec lui, parce qu'il il est là avec ses enfants et tout, parce qu'il dit tant qu'à faire une aventure comme une campagne, il faut qu'on le fasse tous ensemble, quoi. C'est gai, quoi. Ouais. D'être là avec. Oui, surtout que, alors malgré tout, évidemment, l'âge de Donald Trump est une question, et d'autant plus qu'on sort déjà d'une présidence où l'âge était une question. Et il était gâteux. Il était gâteux en rentrant. Complètement gâteux déjà en rentrant, et ça n'a pas, ça s'est pas amélioré depuis. Et donc on se pose la question légitimement. Déjà, on sait que Trump a priori ne va pas se représenter en 2028. Il peut pas. Il aura déjà fait 2 mandats. Mais on n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs. Non, on n'a pas le droit de faire plus de mandats période. Ah d'accord, ok. Donc dans tous les cas, il peut pas se présenter en 2028. Et on sait pas, peut-être que pour des raisons de santé, c'est pas impossible qu'il arrête son mandat. En tout cas, pour l'instant, il a l'air d'à pêche, parce que je sais pas combien d'heures il prend l'avion, il fait des discours de 3 heures, il va à côté, il en refait un autre de 3 heures, il a une pêche d'enfer. C'est absolument impressionnant. C'est une force de la nature, c'est une force de la nature, complètement dingue. Ou alors il est dopé comme un fou, mais il va. Ouais, il aura besoin de se reposer la semaine prochaine. Ouais, non, c'est vraiment assez dingue. Et aussi, ce que je voulais évoquer, c'était les early voting. Oui. Parce que important, ça, oui. Alors c'est pas forcément mon domaine d'expertise, le early voting. J'ai pas énormément d'expérience en la matière, mais c'est quand même intéressant. C'est les démocrates qui votaient alors plutôt. D'ailleurs, c'est dans certains États, c'est toujours le cas. C'est effectivement au point que les démocrates ont en fait des objectifs. C'est-à-dire, il nous faut, par exemple, en Pennsylvanie notamment, ils voulaient avoir un mur, un blue wall de 500 000 voix d'avance pour se dire, voilà, au moins, on a ça d'avance. Peut-être que si on a 500 000 voix d'avance, les républicains vont pas nous rattraper sur le vote le jour, donc le 5 novembre. Et en l'occurrence, par exemple, c'était en 2020, ils avaient 1 100 000 voix d'avance sur le early voting, et là aujourd'hui ils en ont 300 000, je crois, quelque chose comme ça, 400 000. Donc ils sont en dessous du blue wall de 500 000 voix, donc ils se sentent un petit peu en danger, même si ils ont pas mal de voix d'avance. Pareil, si on compare par exemple l'Arizona. Alors l'Arizona en 2020, faut aussi regarder par rapport aux jours restants avant l'élection. À 8 jours de l'élection, en 2020, dans l'Arizona, les républicains avaient 100 000 voix de retard. Aujourd'hui, ils en ont 100 000 d'avance. Ah oui. C'est quand même assez important. Assez similaire dans le Nevada, ils avaient 51 000 voix de retard. Aujourd'hui, ils en ont à peu près 40 000 d'avance. Et alors ça vient peut-être de quelque chose, ce vote des démocrates, c'est que les démocrates, c'est souvent des gens un petit peu âgés qui ont été démocrates dans les années 60, 70, etc. Oui. Et donc l'idée d'aller faire la queue pendant des heures pour aller voter, ça les amuse moyennement. Oui, donc ils seront des vieux monsieur et des vieilles dames, ils vont voter avant, comme ça ils sont tranquilles. Tout à fait. Mettons qu'ils ont mon âge, quoi, les démocrates. Et alors qu'il y a pas mal de républicains qui sont d'une nature plus populaire, mettons, et qui aiment bien aller faire les queues avec les autres en bouffant des saucisses et en rigolant un coup, quoi. C'est un peu une fête, quoi. C'est un peu. Oui, puis pareil, c'est quand on est retraité, parfois on peut partir en vacances un peu quand on veut. Donc c'est ça aussi. On n'a pas forcément envie d'être là le jour du 5 novembre, donc on se dit qu'on va voter avant, et puis comme ça on peut partir, je sais pas où, à Punta Cana début novembre, et comme ça on est tranquille au soleil. Et donc effectivement, et d'ailleurs même au sein des early voting, on a des différences entre les mail-in et les présentiels. C'est-à-dire que les mail-in sont beaucoup plus démocrates et les votes en présentiel, eux, sont beaucoup plus républicains. Clairement, il y a des différences de comportement là-dessus assez importantes.
Et pareil dans tous les États de la Sun Belt, donc tout ce qui est Caroline du Nord, Géorgie, Trump est assez largement devant. Enfin largement, j'exagère. Il est pas largement devant, mais il est devant. Et surtout le différentiel par rapport à 2020 qui est assez énorme. Je donne encore une fois un exemple. En Caroline du Nord, à 8 jours de l'élection, les républicains avaient 330 000 voix de retard et là ils en ont 14 000 d'avance. Donc c'est aussi le genre de différentiels qui sont assez importants. Et alors cependant, comment dire, c'est difficile parfois à analyser. Parce que peut-être que plus Trump justement est donné gagnant, plus les démocrates ont de chances de se réveiller le jour du vote en se disant non, quand même faut pas le laisser passer, je suis pas fan de Kamala, à peu près personne n'est fan de Kamala Harris, mais j'ai vraiment pas envie de faire passer Trump parce que Trump a quand même une certaine impopularité dans à peu près la moitié de l'électorat américain, quoi. Donc c'est ça aussi c'est quelque chose à surveiller. Oui. Et il y a aussi d'autres choses parce que j'avais parlé du fait que peut-être Trump pouvait gagner l'entièreté des États clés, mais il y a aussi d'autres États qui alors je pense pas que Trump va gagner dans ces États, mais la marge risque d'être bien inférieure à ce qui est prévu, notamment dans le Minnesota. Ce qui serait très drôle parce que pour le coup Tim Walz, donc le colistier de Kamala Harris, est gouverneur du Minnesota, donc ce serait très drôle qu'il perde dans son état, mais même s'il y avait une marge inférieure à 5%, ce serait pas très drôle pour lui. Et on parle aussi du New Hampshire. Le New Hampshire aussi. Le New Hampshire, c'est un État, c'est pas loin, mais c'est un État qui bascule. Il est très proche de Boston, c'est-à-dire plutôt à gauche. Mais vous avez, quand vous montez dans l'État, vous avez toute une série de fermiers et tout qui sont plus robustes, quoi. Ouais, tout à fait. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que dans une ville comme New York, le Madison Square Garden était rempli, et en plus qu'il y avait 200 000 personnes qui attendaient dehors. Donc, la réalité, c'est que si vous étiez américain, si vous étiez en Californie, si vous étiez à New York, ou si vous étiez à Boston, etc., et si vous étiez républicain, c'était même pas la peine d'aller voter, parce que vous saviez que le local, comme vous élirez des électeurs locaux, donc comme ils étaient toujours démocrates, c'était toujours les démocrates, donc ça servait à rien d'aller voter. Bon, on pouvait aller voter peut-être pour le représentant ou le sénateur, mais c'est... Et là, il n'est pas impossible qu'il y ait un mouvement de gens qui disent j'en ai rien à foutre, je vais aller voter même si ça... Donc, j'ai été très surpris par les 200 000 personnes au Madison Square Garden, parce que la précédente élection, si vous baladiez avec une casquette rouge à New York, moi j'étais à New York en 2020, là, oui, c'était en 2020, oui. Oui, c'était ça, 2020. Vous preniez des cailloux, hein. Ouais. C'est-à-dire que si vous mettiez une casquette rouge à New York, dans la rue, c'était pas votre fête, hein. Ouais, tout à fait. Et là, aujourd'hui, il y avait quand même 20 000 casquettes rouges et 100 000 dehors, donc. Ouais. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a des gens qui sont pas contents, quoi. Oui, clairement. Le gouverneur de New York est pas hyper le maire populaire de New York, en ce moment. ils viennent d'essayer de le foutre en tôle parce qu'il apparemment il est corrompu en plus. Ouais. Enfin, donc tout ça, ça devient un peu. Mais à mon avis, c'est le genre de truc qui explique justement l'écart de voix. Enfin, en tout cas dans les sondages, restons prudents. Mais l'écart de voix assez très faible au niveau national. Je pense que justement dans les États bleus, il y a plus de gens qui veulent voter Trump, même s'ils savent que leur État va voter pour Kamala Harris, ils ont quand même envie de montrer à quel point leur État est capable de voter pour Trump. Ils vont ensuite sans doute voter pour le représentant ou pour le sénateur en fonction du vote pour Trump. C'est-à-dire que ça n'aurait peut-être pas d'influence sur l'élection, parce que la Californie et New York voteront toujours démocrates, mais par contre, il peut y avoir des circonscriptions à l'intérieur de la Californie, etc., qui basculeraient de façon inattendue. Oui. Mais d'ailleurs, pareil, ça aussi, on n'en a pas trop parlé de la course pour le Sénat et pour la House of Representatives. Mais pareil, les sondages donnent les républicains gagnants dans les deux cas, notamment au Sénat. Le Sénat, c'est quasiment gagné, je crois, s'il y aura 55-45 ou quelque chose comme ça. Oui, ça devrait être assez confortable. Mais la Chambre des représentants, c'est plus... Ça risque d'être plus serré, effectivement. Plus serré. Ouais. Alors, ça m'amène à une remarque que je voulais faire, si vous voulez, c'est... Vous avez des tas de cas, Trump est élu, il a les deux chambres, donc ça veut dire que les républicains contrôlent tout, puisqu'ils contrôlent aussi maintenant la Cour suprême, enfin, sort of. Vous avez Trump est l'élu, mais il y a une des deux chambres qui lui échappe.
Trump est élu, il y a les 2 chambres qui lui échappent. Ouais. Kamala est élue et elle a les 2 chambres, ça paraît assez peu probable. Ouais. Kamala est élue et elle a une des 2 chambres, elle a les 2 chambres contre elle. Et moi, il y a un scénario qui m'intéresse, c'est Trump est élu et il a les 2 chambres. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Là, je reviens dans où je crois avoir une certaine expérience. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à ce moment-là, on sait qu'il a Monsieur Musk qui va lâcher dans les organisations américaines pour couper tout ce qui dépasse. Vous voyez ce que je veux dire? Il va nous faire un Milley. Ouais. Oui, oui. Bon. Et il va déréglementer massivement. Il va supprimer toute une série de réglementations à la noix. Et de l'autre côté, Kennedy va essayer de s'attaquer aux 2 forces pour le mal, là, qui sont l'industrie pharmaceutique et l'industrie de l'armement. Donc là aussi, ça risque de nettoyer des dépenses inutiles. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, la santé, ça coûte 18% du PIB, alors que dans tous les pays normaux, c'est 7%. Donc il doit y avoir un petit coulage, un arrangement et que depuis la réforme d'Obama, ça a encore beaucoup monté. Ouais. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que si les États-Unis coupent et dérégulent, la rentabilité du capital investi va monter aux États-Unis. Il y a toute une série de freins qu'on enlèvera. Les freins à main qu'on a mis partout, ils vont s'en aller. Ça veut dire que quand, en bon économiste que je suis, enfin j'espère, quand la rentabilité du capital monte, les taux d'intérêt montent. C'est-à-dire que les taux d'intérêt suivent la rentabilité du capital. Si vous gagnez beaucoup d'argent, vous pouvez emprunter plus cher, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas un homme d'affaires qui... Vous pouvez espérer une meilleure rentabilité, donc vous pouvez rembourser des prêts un peu plus exigeants. Un peu plus exigeants. Donc les taux d'intérêt montent. Et à ce moment-là, si la rentabilité du capital aux États-Unis s'améliore, le dollar risque d'être plutôt fort. Ça, c'est dans l'hypothèse où Trump gagne tout. Hein. À ce moment-là, si les taux d'intérêt montent de 100 ou 200 points de base aux États-Unis, ce qui n'est pas impossible parce qu'ils sont trop bas, ben la France saute, parce que nos taux d'intérêt vont monter de 200 points de base. Et alors, justement, pourquoi nos taux d'intérêt? Parce qu'on est collé. Pourquoi vous achèteriez des taux d'intérêt dans un pays pourri comme la France où personne ne réforme rien? Vous allez pas mettre un rond. Vous êtes le Qatar ou n'importe quoi, vous allez acheter des obligations américaines qui sont dans une meilleure monnaie qui va monter. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt vont monter, on va être aspiré vers là. Mais si on a 200 points de base de taux d'intérêt, on est fait comme des rats. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai dit il y a quelque temps que la France est dans une situation où elle ne pouvait pas prendre un choc exogène. Je pensais au pétrole. Mais si par hasard le choc exogène, c'est les États-Unis devaient être complètement républicains, on va manquer d'oxygène. Surtout que pareil, Trump, d'un point de vue objectif, ce serait pas forcément une très bonne nouvelle pour nous à court terme, c'est-à-dire pour toutes nos exportations, notamment aux États-Unis. On risque peut-être d'avoir des barrières douanières, ce genre de choses. Bah oui, mais on va pas nous foutre des barrières douanières sur le cognac. Qu'est-ce qu'on vend? Non, pas sur le cognac, mais on vend des avions. Sur mais je pense notamment à l'automobile. Alors, déjà que c'est pas un secteur très vous avez vu que les Allemands, ce qui se passe avec Volkswagen aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les Allemands, ils sont en train de fermer 3 usines de Volkswagen. C'est pas difficile, Volkswagen, ils font 9 millions de voitures, ils ont 750 000 personnes. Et Toyota fait 9 millions de voitures, ils ont 360 000 personnes. Donc, c'est-à-dire que les Allemands, aujourd'hui, ils sont plus du tout compétitifs. Et en plus, le yen est 40% sous-évalué. Bien sûr. Alors, donc, c'est-à-dire que l'Allemagne va se désindustrialiser à une allure. Donc, si Trump est élu, s'il y a un sweep, comme on dit, s'il prend tout, ça va cracouiller en Europe. Oui. Mais en même temps, c'est vrai que sinon, si c'est bloqué, ça reste bloqué, à ce moment-là, ça ne change rien. Je compare un petit peu l'Europe à une sorte de jeune adulte qui vivrait chez ses parents. C'est-à-dire que le parent, c'est les États-Unis, et donc c'est très agréable parce qu'on se dit voilà, on a assez peu de responsabilités, voilà, on n'est pas obligé on n'est pas obligé de travailler autant qu'on devrait le faire si on était autonome. Mais d'un autre côté, donc c'est pas forcément toujours très agréable de quitter le foyer de ses parents sur le moment. Ça peut être un petit peu dur, mais d'un autre côté, pour gagner une liberté, une autonomie, on est obligé de le faire parce que vous pouvez pas vivre chez vos parents toute votre vie, quoi. Donc à un moment donné, l'Europe est aussi un peu obligée de se prendre les conséquences de toutes ces décisions dans la figure que quelqu'un d'autre a pris pour elle. Oui, tout à fait. C'est le vrai drame, si vous voulez, c'est que vous regardez une carte et vous dites la seule chose rationnelle, c'est l'alliance entre l'Allemagne et la Russie, du point de vue énergétique, etc. Et puis de l'autre côté, vous vous dites, et si l'Allemagne et la Russie s'allient, la seule chose rationnelle, c'est l'alliance entre la France et l'Angleterre.
Parce que, les Anglais, ils sont partis avec les Américains. Les Russes, les Russes, il faut pas leur parler parce qu'ils sentent des pieds. Ouais. Les Français et les Allemands qui sont censés être ensemble, on n'a plus aucune confiance. Donc, si vous voulez, la diplomatie aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'organisation des intérêts. Ouais. C'est une espèce de... C'est deux mondes différents. Ouais. C'est extraordinaire. Oui, on a une très mauvaise diplomatie aujourd'hui en France. Elle est mauvaise, je veux bien, mais en plus, elle est complètement à l'envers de ce qu'une approche rationnelle de la diplomatie demanderait, quoi. Ouais. C'est le bruit extraordinaire. Et on n'a aucune idée, par exemple, le président de la République est parti au Maroc, c'est très bien, parce qu'il était temps de se remettre bien avec le Maroc, qui est un vrai pays. Mais le vrai problème, c'est qu'il est allé là avec 3 avions. Chacun faisant 90 ou 100 personnes. Ouais. Et à un moment, on n'a pas un rond, quoi. Ouais. Et il a pris des comiques, il a pris des... Oui, il a pris Yassine Bellatar, qui, comme on sait tous, est un expert du Maroc. Du Maroc, non, mais donc vous vous dites, mais ce type, il est complètement fou. À un moment, on n'a pas un rond. Il affrète 3 avions, je crois un Falcon, pour amener tous ces gens-là au Maroc. Mais à un moment, je veux dire, où les gens n'ont plus rien dans le frigidaire, quoi. Mais il se fout de notre gueule, quoi. Oui, Macron, depuis quelques mois, chacune de ses prises de décision est absolument désastreuse. Il se réveille tous les 4 matins en filant 100 millions d'euros à je ne sais pas quel pays encore, alors que justement on parle tous les jours du fait qu'il y a plus un rond dans les caisses. Donc ça veut dire que nous-mêmes on s'endette au nom d'un autre pays, en fait. Donc donc il y a toute une diplomatie qui vient de ce qui arrivait de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'elle a 40 ou 50 ans de retard, dont on continue à appliquer les principes, alors que la réalité sur le terrain a complètement changé. Ouais. Mais vous dites, mais c'est pas ça la diplomatie. Oui. Oui, on a une diplomatie qui est très idéologique. En fait, mais sur une idéologie qui marche, l'URSS a disparu jusqu'à présent, enfin, ouais. Et ce que me disent les gens quand je me balade en Asie, ce que je faisais il y a quelques années, mais beaucoup moins maintenant, ils me disaient, vous savez, les Américains veulent ceci, les Américains veulent cela, mais dans 10 ans ou 15 ans, les Américains seront plus là, les Chinois, ils sont toujours là. Donc, tous les gens en Asie, ils disent, bon, on va essayer de pas trop se fâcher avec les Chinois, mais on va pas le montrer aux Américains parce qu'il faut pas trop s'emmerder. Oui. Mais, ces gens-là, au moins, ils sont rationnels, quoi. Ils se disent, on a des frontières communes. Bien sûr. On va essayer de continuer à discuter avec eux, quoi. Mais nous, pas du tout. Nous, même au sein de l'Europe, par exemple, on a des assez mauvaises relations avec l'Italie. Pourquoi ? Parce que l'Italie est à droite, parce que c'est Giorgia Meloni. Et alors que, par exemple, Meloni, elle a un peu un train d'avance sur nous par rapport aux États-Unis si Trump gagne. C'est que elle est plutôt en très bon terme, notamment avec Elon Musk. Voilà. Ils avaient fait une réunion publique ensemble il y a quelques semaines. Justement, tout le monde rigolait parce que ils avaient l'air de très bien s'entendre les deux. Donc. Enfin bon, voilà, donc cette élection est extraordinairement importante pour les États-Unis. Tout le monde parle de ce que sera sur l'effet économie américaine, mais moi, ce que je crains pour la France, pour mon pays, c'est qu'il y ait qu'il fasse le grand chelem, et s'il fait le grand chelem, je sais pas comment on va coter le marché obligataire français. Ouais. Cela dit, ça fera juste que accélérer la tendance lourde, quoi. Quelque part, c'est pas comme si on pouvait d'ores et déjà vraiment éviter cette pente. Juste la pente sera peut-être un petit peu plus glissante qu'elle ne l'est actuellement. Voilà, quoi. Tout à fait, c'est ça. On ira plus vite. Voilà, on ira un peu plus vite. Cela dit, moi, je suis pas forcément contre. Quitte à y aller, autant y aller rapidement. C'est ce que je dis depuis le départ. Il vaut mieux. Une fin horrible qu'une horreur sans fin. Il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. Cette horreur sans fin, ça fait quoi ? Ça fait 20 ans qu'on crève à petit feu. Oui. Vivement qu'on prenne une énorme claque, qu'on se relève et qu'on dise, bon, ben voilà, c'est fait. C'est clair. Maintenant, on se redresse. Au moins et si on s'appauvrit terriblement, vous savez ce qui va être réglé instantanément ? C'est l'immigration. Alors oui, c'est pas faux, oui. Parce qu'à partir du moment où il n'y aura plus rien à distribuer, les types, ils vont peut-être plus venir. Oui, les chèques cadeaux, c'est fini. Les chèques cadeaux, on va dire, vous êtes gentil, mais allez en Angleterre, tiens. Ouais. Enfin, on sera obligé de au mur de faire tout un tas de réformes. D'arrêter de donner de l'argent qu'on n'a pas. Oui, sur l'administration, sur tout un tas de trucs. La France souffre énormément. Il y a plein de gens qui disent les Français ne travaillent pas assez. Ce qui est surtout vrai, c'est qu'il n'y a pas assez de Français qui travaillent. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait,
si on compare travailleur par travailleur, la productivité des travailleurs français est pas particulièrement inférieure à celle des autres pays. Elle est même plutôt bien classée. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent en France. Et là-dessus, pour le coup, on est vraiment dans les pays comparables. On est très en dessous du reste des pays. Il y a moins de la moitié des Français qui travaillent. Il y a 10% du PIB qui est en transferts sociaux de plus que dans tous les autres pays en Europe, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que ça vous coûte la peau des fesses d'avoir un employé en France, quoi. Ouais. Et là, on parle à chaque fois ça évolue chaque semaine, mais on parle à chaque fois de faire de nouvelles taxes pour. Ah, ça, c'est le gros l'épine. Ça, c'est vachement bien, ça. Ouais. Si vous avez une idée de taxe. Oui, moi, j'avais l'impression que tout avait déjà été inventé, mais je crois qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes. Je crois qu'il faudrait revenir à la taxe sur les portes et les fenêtres. Vous savez, c'était ce qui a filé la tuberculose à toute la France, parce que tout le monde avait bouché ses portes et ses fenêtres, donc il n'y avait plus de soleil, et donc ça avait déclenché des maladies pas possibles. C'était en du 130, l'attaque sur les portes et les fenêtres. Ah bah on peut y aller, on peut faire une taxe sur les radiateurs aussi, par exemple, sur des trucs comme ça. Voilà, une taxe sur les radiateurs, oui. Bah déjà on a bon, sur les salles de bain. Il y avait aussi le projet sur la taxe d'énergie pour augmenter cette taxe, la TVA, pour la passer de 5,5 à une vingtaine. Je crois qu'au final ça a été refusé, ça, mais bon, on n'est pas à l'abri que ça revienne d'une autre manière. En tout cas, il faut taxer les riches. Voilà, et même les moins riches aussi. Non, mais c'est le riche, c'est une notion complètement, vous savez, moi j'ai fait des tas d'études. Oui, riche est égal plus de 2000 euros par mois. Non, maintenant, je sais, j'avais fait, le riche, c'est celui qui gagne 3 fois plus que ce que vous gagnez. Ouais. Donc si vous gagnez 2000, vous êtes riche comme un puits à 6000 ou plus. Ouais. Et donc, voilà, il faudrait peut-être taxer de façon tout à fait extraordinaire, à 100%, toutes les retraites multiples de l'État. Par exemple, monsieur Hollande, qui touche je sais pas combien, qui a 5 ou 6 retraites de l'État, il devrait en prendre qu'une. Oui, il coûte, je crois qu'il coûte 1 million d'euros au total. Alors c'est pas que en retraite, mais c'est en services globaux parce qu'il a été un ancien président. Mais oui, il y avait, par exemple, c'est Jean-Paul Delevoye aussi qui touche, je crois, 17 retraites. 13 retraites ou 14. 13 ou 14, oui. Mais qu'on fasse pas passer une loi en disant vous pouvez être payé qu'une seule fois par l'impôt. Si vous passez d'un parti du service public à un autre, ça vous donne pas droit à 2 retraites. Oui. Parce que si vous êtes professeur et que vous passez un politicien, vous touchez votre retraite de professeur d'allemand. Oui. Si vous avez été allemand, puis ensuite vous devenez ministre. Ministre, vous n'avez pas droit à une retraite, je crois pas, mais député, oui. Je crois que Premier ministre, vous avez droit à une retraite. Ministre, je crois qu'il faut avoir été ministre un certain nombre une durée minimale. C'est-à-dire qu'on peut pas toucher une retraite de ministre si on a été ministre que 3 mois, mais je crois qu'au-delà d'un certain seuil, on peut toucher une retraite, il me semble. Je sais plus exactement quelles sont les règles. Et ce que dit Molinier, là, c'est qu'il y a 100 milliards de doublons dans l'administration. Des gens qui font une chose qui est déjà faite ailleurs, quoi. Donc, là, mais personne ne parle de les couper. C'est marrant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis à chaque fois aussi, on focalise, quand on parle de baisse de dépenses de l'État, on focalise sur l'infirmière. Sur l'infirmière. De toute façon, qui représente que 4% des dépenses en tout. Je crois que les 3 ou 4 grandes fonctions régaliennes, c'est 7 ou 8% du budget. Tout le reste. Exactement. Mais on dit, vous voulez plus d'écoles, vous voulez plus d'infirmières, vous voulez plus de policiers. On leur dit, si, on les veut toujours, on veut les augmenter, mais on n'a pas besoin de 45 personnes à la Sécu, quoi. Voilà, évidemment. C'est-à-dire qu'ils nous font à chaque fois pleurer dans les chaumières en disant, mais on vous soigne, on vous nettoie, on vous sauve, machin. On veut pas couper, on veut pas baisser les pensions des policiers ou je ne sais quoi. On veut baisser les strates administratives, voire même les enlever totalement, qui servent absolument à rien. La semaine dernière encore, on parlait du système de catalogue. Dès qu'il faut acheter un truc dans l'administration, la moindre lampe de chevet, il faut la trouver dans le catalogue. Elle est à 80 balles, avec son ampoule E27 à 50. Et il y a des types à l'intendance qui travaillent pour qu'on soit sûr de respecter le catalogue. Bon, ça, à Fouer, ça sert à rien, quoi. C'est vraiment, c'est pas eux qui sauvent des vies, clairement. Ils sauvent juste la corruption de l'administration. Ils sauvent rien du tout, parce qu'ils doivent être corrompus par les centrales d'achat. Justement, ils sauvent la corruption. Voilà. Voilà. Sans eux, la corruption n'existerait pas, quoi. Donc, grosso modo, ce qu'on essaie de dire sur les États-Unis, c'est que ça n'a pas d'impact si on reste dans une situation à peu près comme elle est où. Mais si par hasard il y a le centre des États-Unis l'emporte sur les extrêmes, là, ça peut avoir des influences sur nous non négligeables. Tout à fait.
tout à fait. Et les États-Unis vont être de nouveau un pays très intéressant aussi. Ah ouais, ça va. C'est sûr. Ça va secouer, ça. Ouais, je pense qu'on n'aura pas tout à fait les mêmes discours par rapport à l'international où juste on file un peu d'argent à droite à gauche en espérant que ça se passe bien et puis on laisse couler. Voilà, je pense que Trump c'est un petit peu plus proactif que ça. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il va faire par rapport à l'Ukraine ou par rapport à Israël, mais à mon avis, voilà, ce sera un petit peu plus musclé que ce qu'on voit actuellement. À mon avis, il a déjà dû discuter avec ou en tout cas par l'intermédiaire d'amis communs, avec Poutine, pour savoir ce que Poutine voudrait pour arrêter. Ouais. Il doit avoir une idée derrière la tête de ce qu'il va faire dans les premiers jours en disant d'arrêter ce massacre. Bah, j'espère, parce qu'il a dit, il a quand même dit, j'arrêterai ce conflit en 24 heures si j'arrive à la Maison Blanche. Donc c'est un pari assez lourd. S'il arrive à le faire, pour le coup, c'est vraiment chapeau bas. Enfin voilà. J'espère qu'on a été assez exhaustif. J'ai donné quand même beaucoup d'informations durant cette émission. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas forcément si vous ne vous êtes pas intéressé plus que ça à l'élection américaine, je pense que là vous êtes calé, vous allez pouvoir regarder dans votre canapé si vous êtes prêt à pas dormir de la nuit et à savoir absolument tout ce qu'il faut savoir sur cette élection. Donc sur ce, je vous remercie bien sûr pour votre attention. Je rappelle que donc le livre de Charles, Cessez de vous faire avoir, est disponible. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Avec les résultats. Avec les résultats, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.